Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, enchantée par cet épisode, j'en sors à peine et franchement j'ai plein d'idées la tête. C'était assez génial je trouve, c'est un invité pourtant je suis sûre à peu près que vous ne le connaissez pas, peut-être, je ne sais pas, ceci dit. Son nom, Frédéric Bonneton, c'est un expert de la vente, un expert surtout de la négociation émotionnelle. Il va nous expliquer ce que ça veut dire dans cet épisode. On a parlé de biais cognitifs, de neurosciences, de comment réussir à faire de l'influence, de la différence entre influence et manipulation. Est-ce que c'est bien, pas bien l'influence, la manipulation? On a parlé d'hypnose à utiliser potentiellement dans vos négociations. Bref, c'est une véritable masterclass que nous offre Frédéric. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout. On a fait mon crible qui était extrêmement intéressant. À un moment donné, d'ailleurs, j'ai un peu fait un petit coup de gueule. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Bref, écoutez cet épisode et puis n'hésitez pas à le partager aussi, bien sûr, ça me fait un bien fou et ça fait un bien au podcast. Ça aidera aussi, bien sûr, Frédéric. Son livre, pour ceux qui écoutent cet épisode et qui sont conquis, La négociation émotionnelle, sorti en 2017. N'hésitez pas à aller le commander. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Frédéric Bonneton. Frédéric, je suis enchantée. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai plein de questions. Vous voyez, j'ai beaucoup, beaucoup de feuilles devant moi. Ne prenez pas peur. Je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai assez envie, je me frotte les mains, de faire une masterclass avec vous, si vous l'acceptez. Pas comme Xavier Fontanet, on va pas parler de stratégie, mais négociation, et notamment négociation émotionnelle, qui, si je ne me trompe pas, est donc le titre d'un livre que vous avez écrit en 2017. Absolument, Pauline. Bah, écoute, avec plaisir pour, partager en tout cas Super. quelques secrets, on va dire. Ah, exactement, les secrets, on va rentrer dans le détail. Alors Frédéric, peut-être quand même, je me dédie de ma parole, mais avant de commencer, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence et à la négociation émotionnelle? C'est, comme tous les parcours, c'est question de hasard, en fait, hein. Moi, je suis sorti de l'école, il y a bien longtemps, en 90. Le business était compliqué et j'ai répondu à une annonce qui s'appelait Audit entreprise et finances, en espérant faire de l'audit de l'entreprise et de la finance, et je me suis retrouvé dans une structure, non salariée à vendre des produits financiers, heu, en porte-à-porte. Donc voilà, j'avais une table, j'avais un tout petit studio, donc avec une table à repasser en guise de bureau, mon téléphone et les pages jaunes, mais avec des gars qui m'ont formé à la vente, à la négociation, qui était Donc extraordinaire. la vente à la dure, quoi, Ouais, porte à là-dessus, porte. ouais, ouais, non, Ça doit pas c'était être dur, c'était facile. très dur. Ouais, c'était très dur. Puis on n'est pas formé à ça en réalité. Quand on sort d'une école de commerce, on n'est pas formé au commerce, on est formé à la gestion. Mais bon, voilà, et donc je suis tombé dedans. Ça m'a plu en fait, C'était donc par hasard au ouais, final? complètement, ouais, complètement. En fait, je me faisais une réflexion, une fois en me disant: «Le 1er stage que vous faites détermine dans la plupart des cas la carrière que vous allez faire». Une Le sorte, hasard. ouais, c'est Mais ça, c'est hein, c'est vrai, hein. fou, hein, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience? Pourquoi est-ce que tu tombes dedans justement? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Je pense qu'il y a dans la vente, il y a un enjeu de personne évidemment, mais il y a aussi un enjeu, même si c'est pas bien de le dire, mais de challenge, hein, de Bah, combat un peu, pourquoi voilà. pas bien? On aime ça le challenge nous. Le challenge, oui, le combat, c'est pas c'est voilà, mais bon, à un moment donné, c'est un combat contre soi, Mmh. c'est un combat de volonté finalement, hein, et je trouve ça assez intéressant. Presque une partie d'échecs, sachant qu'évidemment, il y a de l'émotionnel dans les échecs aussi. C'est pour ça que je parle d'échecs. Souvent on dit: «C'est hyper rationnel». Il suffit de regarder, des parties de championnat du monde, on voit à quel point l'émotion est au cœur de la décision dans ces parties-là. Alors ça, on va clairement en parler. Avant ça, une dernière question, parce que je pense que c'est important de remettre aussi l'église au centre du village. Est-ce que tu penses que tu étais doué pour la vente ou pas? Et je te pose cette question parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui se disent: «Idée reçue, moi je ne suis pas doué, en tout cas je ne serai jamais bon en négociation, je ne peux pas apprendre». Est-ce que c'est vrai et est-ce que toi tu étais dans un cas de figure où c'était naturel ou finalement non? J'ai mis 3 mois avant de signer ma première affaire. Mmh. 3 mois, plein. Donc tu te prends des portes pendant 3 mois? 3 mois. Au bout de 3 mois, alors on était qu'à la com, hein, donc énorme Ah commission, ouais. je pense que c'est arrivé, tu vois? Et après de nouveau 3 mois avant de signer la deuxième, c'est très compliqué. Donc je suis pas sûr que j'étais hyper doué, voilà. Mais bon, ça me plaisait quand même, donc je pense que quand ça te plaît en fait, j'ai beaucoup de ces discussions avec mes enfants. Ils me disent: «Ouais, mais ça me plaît pas». Je dis: «Ouais, mais en fait, ce qui va te plaire, c'est ce que tu vas réussir à faire, donc essaye de le faire et si tu réussis, comme par hasard, ça va commencer à te plaire». C'est vrai, c'est très Donc il juste. faut insister. C'est comme la musique, hein, on ne devient pas tout de suite un grand musicien. Oui, avant d'avoir une maîtrise même, sommaire, en fait, ça nous plaît pas en général.
Ça peut c'est super désagréable, hein, d'apprendre un instrument, par exemple. Mmh. La vente, c'est pareil, voilà. Donc je dis pas qu'il y a pas de vendeurs naturels, hein. On sait qu'il y en a. Il y a 10 de vendeurs naturels. Pourquoi je dis 10? Parce que les statistiques, qu'on a, c'est ça. C'est dans la plupart des boîtes, 10 des vendeurs ou des grands vendeurs, que ce soit dans le retail B2B, font 80 du newbies. Ah ouais. Donc il y a un côté naturel. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne vendent pas, mais voilà. Après, il y a de l'élevage et cetera. Donc il y a quand même un sujet naturel et c'est d'ailleurs ça, je fais la transition tout seul, hein, Pauline. Mais tu fais ton C'est métier, enfin, tu fais mon métier mieux que moi, j'en suis ravie. c'est ça qui m'a amené finalement à écrire ce livre, en fait. Parce que dans les années 2000, je suis tombé sur une statistique, c'était en 2015. Dans les années 2000, la différence entre les top vendeurs et les moyens, c'était 50 de chiffre d'affaires, 54, ce que Ça donnaient les paraît stats. énorme, mais énorme. Ouais, mais donc ça, c'était à ça des années 80. Mais quand j'ai regardé, donc dans les années 2000, 20 ans après, l'écart était de 200. Et donc là, je me suis dit, alors, sachant que tous les vendeurs ont progressé, hein, mais l'écart était devenu complètement incroyable. D'où ces 10 qui font tout. Et donc, je me suis interrogé, mais comment ça se fait? Bah ouais. Qu'est-ce qui Alors, le comment, on peut l'expliquer. Le business est devenu de plus en plus difficile et c'est comme le Tour de France, hein, il ne se gagne pas quand c'est plat, il se gagne dans la montagne quand c'est Mmh. difficile. Donc quand c'est difficile, les meilleurs font la différence. Donc le pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails, la digitalisation, enfin bon, il y a plein de raisons. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est une seule question, c'est comment ils font? Mmh. C'est quoi leur différence? C'est quoi? Et j'ai interrogé, pendant 2 ans des tas de dirigeants d'entreprises, des directeurs commerciaux, des commerciaux, j'avais toujours la même réponse. Ils savent pas. C'est naturel. En fait, ils avaient l'impression que c'était naturel, c'est Ouais, ça? il y en a un qui m'a dit: «Je suis l'Usain Bolt de la vente», tu vois? Alors pas le Usain Bolt de l'humilité par contre. Non, mais en même temps, quand on va voir l'histoire d'Usain Bolt, hein, il perd en 2006 championnat du monde, il dit: «En 2008, je serai champion olympique» et il se met à travailler, mais d'une manière incroyable. Il faut aller voir les vidéos, donc voilà, mais si tout le monde travaillait comme ça, tout le monde, réussirait aussi, donc c'est pas aussi simple. Donc on s'est dit: «Tiens, il y a un mélange de talent et de travail». Mais finalement, voilà, j'en suis pas resté là, en fait. Je me suis dit: «Bon, on va aller au fond du truc». Et c'est là où ça devient intéressant et j'ai écrit le livre à partir de là. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on demande à un commercial?» La seule chose qu'on lui demande, que ce soit en B2B, les grands vendeurs dans la joaillerie ou en B2C, les vendeurs stratégiques. Si tu devais ramener ça à une seule chose, et en fait, tu vois, alors à chaque fois je pose la question, on me répond des tas de trucs. La compréhension client peut-être? Enfin le j'ai l'impression, l'écoute, tu vois la bah, l'écoute c'est un peu passif, mais pour moi c'est un peu la compréhension de l'autre et de son besoin au final. C'est vrai, mais pour arriver à quoi? Bah, pour, lui apporter la meilleure solution, qui fait qu'il en et les meilleurs arguments qui font qu'il a envie d'acheter ou pas que des arguments d'ailleurs, comme tu le dis très bien souvent je crois, c'est émotionnel aussi. Tu as raison, et il y a des tas de gens, qui ont plein d'arguments qui pour autant vont pas acheter. Ouais. Donc ce qu'on lui demande, c'est de faire prendre une décision. Mmh. Et c'est le seul job. Si tu ramènes tout ce qu'il va Oui, au faire, final c'est du ça. début à la fin, à un Comme moment donné, comme ils disent en anglais: «To close the deal». ouais, Faut et close the deal, c'est faire prendre une Ouais. décision à une ou plusieurs personnes, d'accord? Et faire prendre une décision, c'est passer d'une situation A à une situation B. C'est donc du change, c'est du change management et personne n'aime changer. Et c'est pour ça que c'est difficile là, hein. Donc soit je préfère faire comme avant, soit je ne fais rien du tout. Et donc, quand tu dis: «Bon OK, si le job d'un commercial, c'est faire prendre une décision», tu dis: «Bah, comment ça marche dans la tête, le processus de prise de Mmh. décision?» Et là, j'ai découvert tout le monde des neurosciences qui travaillent autour de ces prises de décision. Donc j'ai lu beaucoup là-dessus. Et je vais donner un exemple, hein. Je tombe à un moment donné sur un papier. Il dit, bah voilà, quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui a décidé, il y a 2 neurotransmetteurs qui se mélangent dans son cerveau. Ce sont la dopamine et la neuropinéphrine. Bon, alors tu regardes, dopamine, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone qui te prépare au plaisir. D'accord? Donc c'est pas l'hormone du plaisir, c'est que ça se prépare. Donc tu rentres chez toi, tu as faim, il y a de la pâte à tartiner au chocolat, tu vois, dans le placard, tu as de la dopamine qui se met en route. Donc c'est pas le plaisir de la manger, c'est C'est le désir. exactement. Ah, Et tu vois intéressant. bien que quand tu achètes quelque chose, cette dopamine, c'est l'anticipation du plaisir que tu auras de l'avoir acquis. Mais il y a aussi la neuropinéphrine. Et la neuropinéphrine, c'est l'hormone du combat, hein, c'est la tension. J'allais dire ce mot barbare, ça ne peut être qu'un truc comme ça. Ça, c'est monstrueux, ça, c'est un truc terrible. Alors tu dis: «OK».
Bon, OK, donc quelqu'un qui a décidé, il a ces 2 éléments-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour un vendeur? Comment je vais générer chez l'autre ces 2 neurotransmetteurs qui vont l'amener à décider? Et tout d'un coup, tu as des tas de choses qui s'éclairent en réalité, d'accord? La première chose, c'est que ce qu'on appelle le syndrome du nice guy s'explique. Le syndrome du nice guy, c'est le gars qui est tout le temps gentil avec son client. Donc il va générer beaucoup de dopamine, mais il va Mais il y a pas pas le combat, donc ça va pas. ouais, J'ai pas réussi à redire tout le mot compliqué. en fait, il arrive pas à le faire sortir du 1er ennemi de tout commercial, qui est le biais de statu quo. Mmh. Biais de statu quo, c'est: je préfère ne rien faire ou faire comme avant, parce que ça me rassure. Parce que prendre une décision, c'est prendre un risque. Le risque de se tromper, le risque d'être jugé, et cetera. Ne pas prendre de décision, on te le reprochera assez rarement. C'est plutôt collectif, tu vois? Bon, personne n'a pas décidé, en fait. Décider, c'est voilà, on Ouais, va te pointer. concrètement, ce que tu dis, c'est le nice guy, c'est bien, ça amène, mais ensuite après, il faut un peu l'acculer aussi et le Ouais, brusquer presque un peu, quoi. exactement. Et donc, en fait, ça regroupe tout un tas d'études qui ont été faites sur les 5 profils de commerciaux. Tu sais, tu as Je n'y connais rien, donc vas-y, ah, ben, explique-moi on y va, tu as franchement. 5 profils. J'ai des études qui ont été faites, je crois pas, enfin, peu importe, sur plusieurs milliers de commerciaux. Alors là, en B2B, et on te dit, tu as 5 profils qui sortent. Tu as le loup solitaire. Bon, personne n'explique, on fait partie des 10%, tu sais, le truc. OK. Tu as le travailleur, tu vois, le hard worker, le type qui passe tous les jours au téléphone. Il connaît son dossier par cœur et tout. Il bosse, quoi, voilà, il fait de la prospection, et cetera. Tu as le relationship builder, donc celui qui crée des relations, ce qui est vrai. Tu as le problem solver, donc celui qui résout les problèmes de ses clients. Et tu as ce qu'on appelle le challenger. Tu as à peu près le même équilibre en termes de pourcentage, tu vois, sur les vendeurs moyens. Mais quand tu prends les top vendeurs, tu en as 2 qui ressortent, qui sont les lone wolf, les loups solitaires, donc les vendeurs naturels, on va dire, et les challengers. Et les autres s'écroulent. Et les challengers sont ceux qui vont générer justement la neuropinéphrine, parce qu'ils challengent le client, ils Mmh. n'acceptent pas le statu quo. Et donc, ils vont faire en sorte que, donc tu vois, alors que les études terrain et les études en neurosciences se rejoignent à un moment donné pour Hyper dire, intéressant. bah ouais, donc si tu veux être comme les excellents vendeurs, voilà. Et en fait, ces études, si tu veux, moi, elles m'ont appris une chose. Alors accroche-toi, c'est que, J'ai ma ceinture de t'es sécurité, tout va prête? bien. Ouais. Les bons vendeurs, ils font comme les moyens un peu mieux. Tu vois, ils ont amélioré leur processus. C'est énorme, hein, Mmh. c'est énorme. Les très bons, ils font comme les bons, un peu mieux. Et les excellents, les 10%, ils font exactement le contraire. Ouais. Et en réalité, c'est pour ça que les très bons, ils arrivent jamais à devenir excellents, parce qu'ils essayent d'améliorer ce qu'ils font, alors qu'en fait, il faut être complètement Faut aller contre-intuitif. à contre-courant aussi. Il faut étonner Exactement, certainement le client, il faut le prendre un peu, exactement, hors garde quoi, j'imagine. exactement. Tu as des exemples de personnes que tu aurais rencontrées qui étaient ces stars de la vente, vraiment ces personnalités, Ah bah oui, incroyables? bien sûr. Moi même dans ma famille, je connais une personne, elle vient d'acheter une voiture, elle te présente sa voiture, tu as envie de l'acheter. Je te promets, mais n'importe quoi. Il te montre son nouveau téléphone, tu dis: «Ah voilà». Bon, mais Ouais. ça, c'est un don, voilà. Mais il n'empêche que si tu redécomposes, on sait qu'aujourd'hui, les top vendeurs, il faut 2 choses. Il faut, première chose qui est au fond de la vente, sans ça, il y a pas de vente, il faut qu'ils créent de la confiance. C'est fondamental. Si tu as pas la confiance, tu ne peux pas réussir à faire une bonne vente. Enfin, Non, c'est et difficile. confiance, c'est complexe, hein. Il faut que tu aies confiance dans l'entreprise qu'il représente, confiance dans le produit qu'il te vend ou la solution, et confiance dans la personne. Et puis la confiance, ça prend du temps, non, Frédéric, quand même, à se construire? Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Et parce qu'effectivement, à chaque fois, je pose la question: «Comment on construit la confiance?» Et les gens répondent, Pauline, exactement Bah ce que oui, tu viens de me dire, et ils rajoutent: «Il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, oui. être honnête, tu vois, faire preuve de transparence, et cetera». Auquel cas je réponds: «Tu as raison», exactement comme Bernard Madoff, Charles Ponzi. C'est bien, mais banne-moi, ça me fait bien plaisir. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu réponds à une autre question quand tu me dis: «Ça prend du temps». Tu réponds à la question: «Mais comment je garde la confiance?» D'accord. Je garde la confiance si j'ai fait ce que j'ai dit, Mmh. si je suis transparent, je suis honnête. Mais au moment où la personne va acheter, elle ne sait pas si tu vas faire ce que tu as dit. Elle ne sait pas si parce que ça a marché chez l'autre, ça va marcher chez C'est toi. une impression de confiance. Bah, ça inspire la confiance. En fait, ça vient de cum fidere en latin. Ça veut dire avec foi. Et la foi, c'est bien croire en quelque chose sans preuve. Mmh. Enfin, si tu, si tu as des preuves, c'est plus de la foi, hein, c'est de la Mmh. science. Donc cum fidere, c'est ça, avec foi. Donc ça veut dire que le vendeur, il doit t'inspirer. Et là, c'est là où on rentre dans l'émotionnel et non pas dans le rationnel. Et quand je vois tous les vendeurs qui bâtissent leur vente sur le rationnel, ça pose question.
Parce qu'en réalité, tu travailles à éviter, j'allais dire, la défiance ou la méfiance, mais ça ne suffit pas pour construire la confiance. Mais c'est important quand même, et je reviendrai là-dessus si tu veux. Donc le bon vendeur, il doit créer de la confiance dans l'entreprise, le produit lui-même, etc. Et pour ça, il a 2 leviers qui ont été identifiés, qui sont assez intéressants. Le premier levier, c'est un expert. Pas un expert que de son métier, c'est un expert aussi de son client, d'accord, de la connaissance de son client, de ses enjeux. Et c'est extrêmement important. Parce que si je suis un expert, ça montre que je crédibilise la valeur du produit ou de la solution que je te vends. Ok. Mais ça ne suffit pas. Imagine que tu sois médecin, tu es un super expert, tu as un super track record, et je t'ausculte et je te dis, OK, demain matin, opération. Si jamais tu penses que je fais ça pour remplir ma salle d'opération parce que j'ai besoin de faire du cash, tu vas pas me faire confiance. Pourtant, tu sais que l'opération risque de bien se passer. Donc, tu as un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est l'empathie. Donc, l'expertise t'apporte de la valeur, l'empathie, je sais que tu vas le faire pour moi et pas pour toi. Et c'est extrêmement important. Et les bons vendeurs, en anglais, on appelle ça les trusted advisors. C'est vraiment des personnes qui finalement ont la confiance, mais au-delà même, tu vois, du produit. Tu vois. Il y a moi, je connais des commerciaux, tu as des clients qui les appellent pour leur Des demander conseils, quoi. des conseils, mais Ouais. sur un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Parce qu'il y a cette confiance. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça Ça, que c'est difficile. ben ouais, ça suffit pas parce que, euh, tu vois, comment dirais-je, la confiance, elle va s'établir, je fais confiance à la personne, je pense que tu as raison, le produit que tu me proposes est un bon produit. Pour autant, il manque quelque chose pour que je passe le pas. Et ce quelque chose, c'est l'influence. Donc il faut que les bons commerciaux soient des influenceurs. Et là, on est purement dans les techniques émotionnelles, dans les techniques qui vont pousser les gens, évidemment, à aller au-delà de ce frein, enfin des 2 freins en réalité, qui est le premier, qui est le frein de statu quo, et le deuxième qu'on a découvert pendant la période Covid, enfin qui a été mis en évidence pendant la période Covid, parce qu'il y a des millions de conversations commerciales qui ont pu être enregistrées, et on a découvert un truc incroyable. C'est que moi, quand j'ai écrit le livre, la statistique, c'était 60% des business aboutis et il ne se passe rien dans un pipe d'un commercial. Pourquoi 60%? Ben, on disait biais de statu quo. Donc, tu n'as pas assez secoué ton client, tu ne l'as pas fait assez mal, tu l'as pas. Bon, très bien. Peut-être aussi une question de timing, non? Enfin, Ouais, mais quand je te mets dans le pipe, enfin, tu vois, d'accord. a priori, c'est que je t'ai amené, je t'ai fait une proposition. Alors, je peux forcer la propale, mais bon, c'est vraiment de la perte de temps. Mais tu as raison, ça, c'est vrai. Mais en réalité, on se rend compte que sur ces 60%, il n'y en a que 30% qui sont dus au biais de statu quo, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à franchir ce OK, il faut que je fasse. Et les 30 autres pourcents, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que ces personnes ont décidé de changer. Elles ont dit ouais, t'as raison, Pauline, il faut Faut que je absolument change. que j'achète ce bijou. Il faut que j'achète ce bijou. Je sais bien, c'est celui-là. J'ai éliminé tous les autres. C'est ça qu'il me faut. Voilà, je te rappelle. Et moi, Mais je te rappelle pas, c'est ça le problème? à toi, tu peux rappeler autant que tu veux. OK. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont passés dans un deuxième biais qu'on appelle le biais d'indécision. Oh, Et ça, c'est un biais psychologique. J'ai un problème de prise de décision. c'est pas la même chose que le statu quo. Exactement. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je suis convaincu, mais je le fais pas. Mmh. La différence entre la conviction et la persuasion. Et ça, c'est intéressant. Je peux prendre une image, pas tout à fait exacte, mais qui illustre un peu. Si tu as des gens dans ton entourage qui fument, tu vas aller voir, tu dis, attends, je vais t'expliquer scientifiquement, d'accord, que c'est pas bien de fumer. Tu vas pas avoir de mal à les convaincre, parce qu'en réalité, ils sont déjà Ils le convaincus. savent. Ils le Oui. savent. Pourtant, ils continuent à fumer, tu vois. C'est la différence entre conviction et persuasion. Voilà. Donc, je sais qu'il faudrait que j'arrête, mais j'arrête pas. En fait, il faut réussir à susciter suffisamment d'énergie et c'est peut-être là où intervient l'émotion pour que la personne ait envie d'agir et de passer à l'action. Exactement. Alors, le biais d'indécision, il y a aussi d'autres éléments, tu vois. Je peux penser, parce que ça vient d'un processus cognitif qui est défaillant chez moi, j'arrive pas à prendre de décision, parce que souvent, par exemple, j'ai besoin d'être sûr, j'ai toutes les informations. Il Et y a donc, d'ailleurs des profils de personnalité, non, qui ont bien plus des sûr, biais absolument. pour la précision et donc qui ont toujours besoin d'avoir de l'information Ouais. supplémentaire. Ouais, mais c'est un problème, en fait, hein, Oui, pour oui, bah, bien sûr. d'accord? Ouais, mais je vois bien ton positionnement sur les bijoux, mais j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles marques qui vont sortir, Il y a peut-être l'herbe est toujours plus verte ailleurs, il y aura toujours un nouveau, un machin en plus. Donc, ou pas, mais en tout cas, tu vois, je m'interroge. mmh. Alors, si tu es trusted advisor, c'est à toi que je vais demander. Il y a pas de truc et toi, tu vas me dire: «Non, je t'assure, là, il y en a pas. D'ailleurs, tu peux aller voir là, c'est peut-être le truc qui ressemble le plus, mais voilà le problème» et je vais pas y aller parce que je te fais confiance.
C'est ça. Et c'est pour ça que la confiance, elle est importante, parce que sur ces gens qui vont tomber en biais d'indécision, plutôt qu'ils se retournent à aller voir le marché, il faudrait qu'ils se retournent vers le vendeur qui a créé la confiance. Mmh. D'accord. Après, tu as un deuxième biais d'indécision qui est dû à ouais, mais je comprends pas le prix de ton offre là. Je comprends pas le prix, il faut que tu m'expliques. D'accord. Et le troisième, ok, je comprends le prix, tu vois, mais je suis pas sûr de la valeur que ça va m'apporter finalement à l'arrivée. Oui, oui. Bah, de toute façon, quand on veut être indécis, on trouve 150 000 raisons, hein. Je peux te dire. Alors, au moins Ouais, 3 visiblement. mais au moins ces trois-là. Et mais pourquoi c'est important? Parce que l'excellent vendeur, il sait faire la différence entre statu quo et indécision, et c'est essentiel parce que s'il continue à penser que la personne est en statu quo alors qu'elle est en indécision, dans 90 des cas, il perd la vente. Parce que dans un cas, il faut qu'il soit juste plus pushy, enfin plus pushy, qu'il Exact. l'accule un peu, et dans le cas, il Et faut le convaincre, c'est ça? ouais, il faut arrêter de lui faire mal, ça y est, il a eu mal, il sait que. Et si je continue de lui faire mal, il a plus envie de me voir D'accord. évidemment, d'accord? Et ensuite, il faut que j'analyse lequel de ces 3. Donc bon, il y a des techniques pour ça. Donc voilà, et après il y a tout un cas de figure qui sont les 40 qui ont décidé d'acheter et qui vont te mettre en concurrence. Et là, il faut être meilleur qu'eux. Mmh. Et là, de nouveau, on tombe dans de l'émotionnel. Bon, il y a aussi la question du produit quand même. Il faut que le produit, il ait les arguments pour, parce que tout n'est pas que de la vente quand même. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais j'allais dire, Tu allais dire qu'un très bon vendeur, en fait, même quand il a un mauvais produit, il se débrouille. oui, d'abord, ça c'est vrai. Alors après, il est peut-être pas à l'aise, puis ça va pas durer, mais en réalité, le produit aujourd'hui, dans le monde marketing dans lequel on est, enfin, je veux dire, Il est de qualité, il c'est est de ça? qualité, tu vois? Moi, les commerciaux qui me disent: «On est» fais l'expérience un jour, dis: «C'est quoi votre avantage concurrentiel?» Tu as à chaque fois la même liste, hein. On est super proche du client, on est super pro, sous-entendu les autres le sont pas, enfin et Mmh. cetera. Mais en vérité, quand je fais des conférences comme ça, pour des entreprises, je vais sur leur site internet, je vais sur le site internet du concurrent, C'est de 2 ou copier-coller 3, quoi, quasiment. je mets des citations et je leur dis: «À votre avis, c'est votre site ou celui du concurrent?» C'est Oui, dur, hein. personne ne sait, personne ne sait, d'accord? Donc en fait, l'avantage concurrentiel, il est pas là. Donc je pars du principe que le produit, la solution, tu es pas moins bon, tu es pas meilleur, tu as des différences, tu vois? Mais bon, à l'arrivée, celui qui va faire la différence, c'est le vendeur. Quand tu prends les marques de luxe, de joaillerie, de montres et cetera, c'est pire que ça. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle veut cette montre parce qu'elle a vu ou elle veut ce bijou. Donc en fait, le vendeur ne peut que rater la vente, en vrai. Un Parce que peu. s'il ressort sans l'avoir acheté, alors qu'il est venu pour ça. Surtout qu'il a en général peur de passer la porte parce que c'est compliqué, une joaillerie ou une horlogerie, de luxe. Exact. Et Ouais. donc il a vu le truc, il sait ce qu'il veut, et là, et moi j'ai vu, hein, et Mmh. tu as des vendeurs qui réussissent à rater la vente. Ouais. Donc c'est un vrai sujet. Donc il faut être, et là il faut maîtriser des techniques émotionnelles qui sont des techniques d'influence qui Alors sont justement, importantes. je voulais t'en parler parce que quand même on parle, depuis tout à l'heure de négociation émotionnelle, et donc tout ce que tu m'as dit est sincèrement très intéressant, mais à quel moment est-ce que l'influence des émotions intervient? Est-ce que tu aurais un exemple? Parce qu'on se dit de base, la négociation, c'est que de l'argumentaire, c'est que du rationnel. Ouais. Bah, tu vois, je suis sûre que dans toutes les conférences que tu fais, quand tu parles autour de toi, et c'était l'une des questions que je voulais te poser, tout le monde te dit: «Ah bah voilà, il faut que je travaille, que j'ai mon argumentaire de vente, que je conviens, que je réfléchisse aux objections». Oui. Mais ils se disent pas: «Il faut que je séduise, il faut que ça soit désirable, il faut que je comprenne, il faut que j'ai cette empathie dont tu parlais». Donc C'est vrai. où est-ce que l'émotion intervient? Est-ce que tu aurais peut-être un exemple? Alors je vais d'abord rebondir sur ce que tu viens de dire, et puis après Ouais, on va aller sur des exemples avec hein, sur plaisir. l'émotion. Moi, par exemple, je suis un peu geek. Et je vais dans une grande marque, dont le logo est un fruit, tu vois? Je rentre dans le magasin, je regarde, et à un moment donné, je vois le dernier, tu vois, le dernier, téléphone. Je le regarde et émotionnellement, tu vois, j'ai envie de l'acquérir. Si je mets de la rationalité là-dedans, qu'est-ce que je me dis? Tu en as pas besoin. Ouais, tu sais, bisous, hein, j'en ai pas besoin, pas immédiatement, C'est trop où est-ce cher que en ça a tout été? cas. C'est le prix d'un ordinateur, j'en ai déjà un qui fait pareil. Donc en fait, la rationalité, elle t'empêche d'acheter, elle te fait pas acheter. Personne n'a envie de dépenser de l'argent pour. Donc en réalité, et alors toutes les marques de luxe sont purement dans l'émotion. S'il y avait que de la rationalité, Bah, il y aurait aucune marque de luxe, d'accord? Donc la rationalité t'empêche d'acheter. Est-ce que ça veut dire qu'il en faut pas? Non, ça veut pas dire ça. Pourquoi? Et c'est là où les commerciaux se plantent en réalité dans la plupart du temps. La rationalité, elle est importante, non pas pour faire acheter, mais pour que la personne qui achète puisse expliquer pourquoi elle a acheté. Donc elle va acheter émotionnellement parce qu'elle a un appel. Mais si elle est pas capable, si elle dit juste, «Oh ben j'en avais envie», c'est un peu faible, tu vois, comme argument.
Vis-à-vis de ses amis, c'est un peu la honte. vis-à-vis de ses amis. Puis alors en B2B, c'est encore pire, tu Non, vois? mais là, tu vas voir ce téléphone, il a vraiment un zoom incroyable. Incroyable et les photos, tu vois? Regarde, tu vois les différences? Non, On l'a ah tous non, fait, on ouais, l'a tous fait. on l'a tous fait. Donc j'ai besoin d'arguments pour post-rationaliser ma décision. Mmh. Donc je dis pas qu'il faut, hein, c'est très important d'avoir une argumentation, d'être cohérent. Ça va contribuer à la confiance, ça montre de l'expertise, mais ça sert pas à la vente. Enfin, pas directement en tout cas. Voire même ça peut desservir. Par contre, effectivement, il faut s'en servir pour en comprenant que la personne va l'utiliser pour expliquer pourquoi elle a acheté. Après, elle va acheter émotionnellement. Le cerveau aujourd'hui, bon, je vais pas faire un cours de neurosciences, je suis pas Non, mais neuroscientifique, c'est intéressant, je mais pense que tout ce ça qu'on sait, intéresse, l'audience. ouais, c'est que la décision, en fait, elle est inconsciente. Tu vois, il y a un garçon qui s'appelle, je sais plus son prénom, en fait, il s'appelle Heinz, il est chercheur en neurosciences en Allemagne, et son prénom va me revenir, peu importe. Et il fait un test assez intéressant où il fait un PET scan, c'est sur le crâne, pour essayer de voir quelles sont les zones du cerveau qui s'illuminent, tu sais. Et il donne deux boutons aux gens, un bleu, un rouge, aux gens qui ont un PET scan. Et il leur dit, bah voilà, tu vas appuyer soit sur le bleu, soit sur le rouge. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. OK. Si tu appuies sur le rouge, il se passe rien. Si tu appuies sur le bleu, il se passe rien. Donc c'est une décision sans conséquence. Ok. Donc, vraiment, tu choisis. Arbitraire. Et il regarde ce qui se passe. Il arrive à savoir, jusqu'à 7 secondes avant que la personne ait décidé et en ait conscience, qu'elle a décidé. Donc jusqu'à 7 secondes avant. Et il y avait un autre test, hein, qui s'appelait le test de Libet, qui avait démontré ça. Alors là, c'était plus en millisecondes, mais qu'on savait que la décision était prise avant que la personne en ait Mais conscience. comment est-ce possible? Parce que la décision est inconsciente. Et voilà, quand ton Et elle est cerveau inconsciente. conscient traite 50 ou 80 unités d'information, l'inconscient traite 11 millions. D'accord. Donc, voilà, si tu ramènes l'histoire de ton cerveau sur 24 heures, tout ce qui fait de nous des Mmh. êtres humains, le cortex, etc., ça a une demi-heure, hein, sur les 24 heures. Donc voilà, la prise de décision, elle est d'abord émotionnelle, elle est reptilienne. Donc quand tu sais ça, ben, en tant que commercial, tu vas plutôt t'adresser au cerveau qui décide, donc l'émotionnel, plutôt qu'au cerveau qui décide pas, qui est le cortical. Enfin, et donc, Juste lui, tu lui donnes après deux trois arguments exactement. pour qu'il se nourrisse. Ouais, exactement, exactement. Et tu peux le faire d'ailleurs de manière complètement invisible. C'est là où c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup étudié l'hypnose Mais ericksonienne. j'allais te demander Ouais, parce que j'avais lu ça, ouais, que tu parles, si je me trompe pas, d'hypnose couverte. ouais, C'est ça ouais, dont on parle? ouais, Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est hyper bien intéressant. sûr. Bah, ça vient je suis tombé sur un travail de Milton Erickson. Donc Milton Erickson, c'est celui qui a développé l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est j'endors ton esprit critique. Tu vois que pour un commercial, c'est intéressant, parce que l'esprit critique, c'est l'ennemi de la vente, hein, puisque c'est l'esprit qui critique, évidemment. Bien Bon. sûr. Donc l'hypnose, j'endors ton esprit critique. Donc je fais descendre ton cerveau en termes d'ondes cérébrales. Tu n'es pas complètement endormi, mais tu es dans un état de transe. Et là, je vais m'adresser à ton inconscient. D'accord. Et en m'adressant à ton inconscient, je vais lui donner des commandes en lui expliquant pourquoi. Donc tu vas arrêter de fumer, ou tu es non-fumeur, etc., etc. Ou tu vas arrêter d'avoir peur des araignées. Bon. Et comme l'esprit critique ne se met pas en travers, je m'adresse à celui qui décide, qui est le cerveau inconscient, c'est pour ça que l'hypnose fonctionne relativement bien. Et donc je tombe en fait sur une histoire de Milton Erickson, qui était un des plus grands psychiatres, hein, du XXe siècle, qui était professeur dans, je sais plus, enfin bon, peu importe, dans un hôpital, et il y a une de ses infirmières qui vient le voir et qui lui dit professeur, il faut que je parte, j'ai une migraine qui va se déclencher. Et effectivement, cette infirmière était coutumière de migraines, et vous savez, quand vous avez des migraines, enfin, je sais pas, pareil, il faut se mettre dans le noir pendant 2 jours, enfin bon. Et lui-même décide à ce moment-là de tenter une expérience. Quelle est cette expérience? Milton Erickson, pour lui, toute maladie psychologique se traduit dans le corps par des symptômes, c'est-à-dire que l'inconscient essaye de vous parler à travers le symptôme. D'accord. C'est quand on dit j'en ai plein le dos, tout d'un coup je Ouais, ne peux ouais. plus bouger le dos. Voilà. Donc Tu as ça. des soucis et comme par hasard, c'est là où tu te fais, un tour de rein, quoi. Exactement. Mmh. Le corps te dit Mmh. ralentis, quoi. Et il avait un schizophrène dans son service qui parlait avec un charabia complètement incompréhensible. Et lui notait tout en disant je suis sûr que l'inconscient veut me dire quelque chose. Et en fait, bon, il ne comprend pas. Et le jour où cette infirmière arrive, il avait préparé le charabia du schizophrène, et à l'intérieur du charabia, il avait mis des commandes, des ordres donc, à l'intention de l'inconscient de l'infirmière.
Il lui dit: «Bah, attendez, prenez d'abord cette lettre, et après vous pouvez partir». Et donc elle note le charabia, elle comprend évidemment rien, elle s'en va, elle revient un quart d'heure après en disant: «Docteur, je comprends pas, c'est la première fois que ça arrive, ma migraine ne s'est pas déclenchée». Et c'est intéressant cet exemple parce que ça veut dire que je peux m'adresser à ton inconscient en te parlant de Sans manière que tu t'en rendes consciente compte. et je vais donner des ordres à ton inconscient sans que tu t'en rendes Là, je compte. commence à être pris d'un doute, Frédéric, sur le fait que tu es en train de le faire. Je t'avoue que j'ai presque un peu peur. Ouais, alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne veut pas transformer tous les commerciaux en mentalistes ou en Ouais, ouais. hypnothérapeutes, mais derrière, on peut produire ce qu'on appelle des formules conversationnelles qui consistent à aller adresser l'inconscient de l'autre sans vraiment qu'il s'en rende compte. Et D'accord? alors, C'est de je la suis désolée, préparation mais je mentale. suis obligée de te demander, est-ce que tu peux me faire un exemple? Sans forcément que tu m'hypnotises, pardon, Ouais, pardon, mais est-ce que tu vois, juste pour parce que je pense que c'est tellement pour beaucoup de personnes et moi la première l'hypnose, un truc qui paraît farfelu, qui paraît, presque, enfin sorcier si tu veux, bien sûr. que je trouve qu'avoir un exemple concret, ça serait Mmh. génial. Alors, je vais pas te passer une vidéo, parce que je vais te donner 2 exemples peut-être de la manière dont, 2 exemples. Le premier, et après je referai le lien avec les commerciaux, Avec d'accord? plaisir. Par exemple, je vais te dire, donc c'est que j'ai écrit un livre, donc tu as Je tu t'assure, as j'ai eu la peur gen là, je suis un peu, tu as je me dis: «Ah!» non, non, mais tu as eu la gentillesse de le citer, donc la négociation émotionnelle. Oui. La plupart des commerciaux pensent qu'il suffit de comprendre la puissance des méthodes du livre pour faire la différence. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est de pratiquer. Mais tu vois, c'est de pratiquer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Mmh. D'accord? Il suffit pas de comprendre, faut savoir le maîtriser. Exactement. Donc là, je viens de faire un petit travail avec toi qui est intéressant. Tu as rebondi sur le message que je veux te faire passer, qui est: «Il faut pratiquer». Mais en vérité, c'est pas ça le message que je veux te faire passer. Le message que je veux te faire passer, c'est ce que j'ai dit, c'est la plupart des commerciaux pensent qu'il suffit de comprendre la puissance des méthodes de ce livre, et c'est ça mon message. Ce livre a des méthodes puissantes, d'accord? Mais si je te dis: «Tu sais, Pauline, j'ai Dis-moi, écrit un dis-moi. livre avec des méthodes puissantes», ton esprit critique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Oh dire: là «Hop, hop, là, hop, mais pour qui il se prend? On va regarder ça», et cetera. Alors que là, je t'ai fait passer un message et j'ai attiré ton esprit critique sur un autre sujet. cheval de Troie. Exactement. Mmh. Et les bons commerciaux, ils disent jamais: t'as vu mon avantage concurrentiel? C'est ça». Pourquoi? Parce que je soumets mon avantage concurrentiel Brillant. à l'esprit critique de l'autre. Et les bons, ils font pas ça. Tu vois? C'est pour ça que je te disais, ils font tout le contraire de ce que OK, je font les autres. comprends. Alors, le commercial moyen, il a un avantage concurrentiel. Il va le mettre en avant tout de suite et il va se faire massacrer. Autre exemple, comment, Et par je me exemple, ouais, permets vas-y, je juste t'en de prie. t'interrompre 2 secondes, Donc, le c'est contraire, oui. passionnant vraiment, mais ça va contre l'idée reçue contre laquelle personnellement je me bats que, les commerciaux, les bons commerciaux ou les commerciaux de manière générale et la vente, c'est des gros lourdeaux et que la vente, c'est un truc basique. Au contraire, là, quand tu dis ça, on comprend la finesse nécessaire sur ce genre de choses. Exactement. Ouais, C'est c'est des techniques d'influence. Alors, la plupart le font de manière instinctive. mmh, Ils oui, reproduisent c'est des pas choses. rationnel de leur part. Non. Mais ça veut dire qu'on peut le rationaliser, en fait, c'est tout le propos, en fait, hein. C'est-à-dire, et je réponds à ta première question finalement, est-ce qu'on peut devenir un très bon commercial? Absolument. Il faut juste comprendre quels sont les Ouais. leviers de la confiance et comment je l'inspire, et ensuite les leviers de l'influence pour amener à la prise de décision. Alors, je t'ai interrompu, excuse-moi et tu avais un deuxième exemple. Oui, j'ai un deuxième exemple qui est, finalement, on ne décide qu'en fonction de ce qui s'est passé dans le quart d'heure précédent. Parce que ce qui se passe dans le quart d'heure précédent me met dans une forme d'état d'esprit particulière, d'accord? C'est une histoire que je raconte dans mon livre, mais ma fille vient me voir en me disant: «Papa, on va à la piscine». Je dis: «Ah non, pas à la piscine, non». 15 jours après, elle dit: «Papa, on va à la piscine». «Ah ouais, très bonne idée», et cetera. Bon, donc en gros, c'est pas l'idée de piscine qui est bonne ou pas bonne. C'est juste qu'à un moment donné, je suis de bonne humeur ou je suis pas de bonne humeur. Donc c'est ce qu'on dit, hein. C'est pas: «Je suis de bonne humeur parce que l'idée était bonne». Non, je trouve l'idée bonne parce que j'étais de bonne humeur. Et est-ce que c'est lié à un autre point que je voulais aborder avec toi, qui est ce que tu appelles le priming effect? Donc le fait de conditionner un peu la personne à accueillir l'idée? Alors on peut le relier et on pourra revenir là-dessus. L'idée, alors donc l'idée, c'est finalement, comme je sais que tu vas décider en fonction de ton humeur, comment je fais pour impacter ton humeur? Mmh. D'accord? Et donc j'ai un exemple que j'aime bien, c'est, tu cherches un job, tu es appelé par un recruteur, cabinet de chasse, tu arrives, il a ton CV sous les yeux. Qu'est-ce que tu lui dis? Quelles questions tu vas lui poser pour le mettre dans une humeur favorable vis-à-vis de ta candidature? Fais le test, hein, pose C'est cette question. ch Des tas de ouais, gens, c'est ouais, une très bonne question. c'est une Je bonne ne sais pas, j'ai jamais été appelée par un cabinet de heu, chasse comme j'ai ma boîte. bien Je ne évidemment. sais pas. Donc tu peux pas savoir. Mais bon, des tas de gens te disent: «Bah alors, enfin, qu'est-ce que vous en pensez?» Ouais. Ce qui est une question honnête, hein, mais c'est pas une bonne question de commercial. Et en fait, la question
qui est hyper intéressante, c'est de dire: «Ah ben, je vois que vous avez» d'abord, je suis très content d'être là. «Je vois que vous avez mon CV sous les yeux. Qu'est-ce qui vous a plu dans mon CV pour que je sois là aujourd'hui?» D'accord? Je lui dis pas quels sont mes avantages et mes inconvénients pour le job. Je lui dis: «Qu'est-ce qui vous a plu?» Je l'oblige à regarder dans le CV ce qui lui a plu et en plus parce que je suis là aujourd'hui, donc tu vois, on est dans une logique en plus. Bah oui, tu es là aujourd'hui, donc c'est qu'il y a quelque chose qui m'a plu. Donc j'oblige un regard positif. Et en plus, ça met de carte sur table à dire ce qu'il pense, de positif. Donc comme Oui, ça, tu sais ce qui l'intéresse. en plus, tu vois? Donc mais ça, c'est du conditionnement et donc en fait, les très bons, ils posent pas des questions uniquement pour avoir de l'information, ils posent des questions pour influencer ton état d'esprit, ta manière de penser. Hyper Ça qui est intéressant. intéressant, tu vois? Et le bon après il y a des dizaines de techniques, mais voilà, c'est comment je vais l'induire. Alors le priming effect, c'est quelque chose qui est super intéressant. En français, on dit l'effet d'amorçage. C'est en fait, ça revient à ça, c'est que ce que je vais mettre comme image dans ton esprit va complètement conditionner tes décisions dans la suite. Alors il y a ce qu'on appelle l'amorçage direct, d'accord? Qui est assez connu, hein, c'est-à-dire, je te donne un chiffre et derrière tu vas tout ce qu'on va dire, à un moment donné, tu vas le comparer au chiffre que je t'ai donné au départ. Ouais, oui, tu ancres. Tu ancres, exactement. Alors, techniquement, nous, on appelle ça un peu différent, parce que D'accord. l'ancrage, c'est plus lié, tu vois, à un geste, un physique, un machin D'accord. qui va te rappeler une mémoire. Donc on appelle ça vraiment de l'amorçage. Est-ce que Frédéric, tout ça est aussi lié à la fameuse PNL ou rien à voir? L'ancrage alors ce dont tu parles, c'est de la PNL. D'accord, Le priming effect, non, d'accord, OK. c'est un autre concept qui a été développé par Kahneman et Tversky, hein, qui démontre que tu prends une décision par rapport à l'environnement dans lequel tu et donc tu as de l'en et en fait, ils ont les analyses les plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle autour du Miami effect. Qu'est-ce que c'est? C'est, on te donne des, alors ça se passe aux États-Unis, on te donne des mots à associer et certaines personnes ont des mots qui sont liés autour du Miami, Orange, Floride, et cetera. Pourquoi? Parce que pour un Américain, ça veut dire, vieux, retraite, tu vois? Soleil et donc ils associent ces mots-là, puis d'autres ont des mots neutres et après on leur dit: «Bah, voilà, une fois que tu as fait les associations, tu as un couloir de 300 mètres et au bureau 212 à droite, tu vas remettre ton papier». Bah, les gens qui ont eu des mots autour de Miami, et cetera, alors que jamais le mot vieux, et cetera, n'a été prononcé, marchent un peu en traînant des pieds, un peu voûtés, un peu plus lentement. Incroyable, Tu as fait un amorçage dans leur tête de concept de vieillesse. incroyable. C'est un truc de dingue. Alors il y a plein d'autres voilà, Dan Ariely a fait ça avec des chiffres. Il te dit de marquer ton dernier numéro de sécu. Après, tu as plein d'items de style télévision, voiture, machin, et cetera et tu dois mettre un prix. Mais les gens qui ont un numéro de sécu haut vont mettre un prix plus haut que ceux qui ont un numéro de sécurité sociale bas. Tous, hein, statistiquement. Donc voilà, on te fait un priming, un amorçage. Et dis-moi Frédéric, est-ce que tous ces concepts, qui semblent hyper concrets en plus, sont applicables selon toi uniquement au domaine de la vente? Ou est-ce que ça peut être dans de la négociation, enfin même dans nos prises de décision quotidiennes au final? Parce que nous-mêmes en tant que consommateurs, on pourrait, essayer d'aller contre ces biais cognitifs, parce que c'est de ça dont on parle, Entre autres. pour se dire: «Ah bah non, mais là en fait, je suis en train de penser d'une manière, pas du tout rationnelle» ou en fait j'ai été conditionné parce que je sais pas, j'ai entendu telle phrase. Est-ce que toi, par exemple, tu utilises au-delà, de dans la vente, c'est tous ces apprentissages? En toute honnêteté, non, je ne l'utilise pas pour moi, je suis un D'accord. très mauvais acheteur. Bah, je te pose cette question parce que comme il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui Ouais, nous écoutent et qui sont pas forcément, si tu veux, intéressés par la vente, ouais, je me dis: «Est-ce que tout ceci est aussi applicable dans un métier?» Moi, je considère qu'en tout cas, quand on est entrepreneur, on vend tout le temps parce ouais, qu'on vend à ses clients, certes, mais on vend à ouais, ses actionnaires, on vend même en interne, si tu veux, un projet, à ses équipes. Donc j'imagine que tout ceci peut être ouais, applicable, mais carrément. je voulais avoir ton point de vue Bah, là-dessus. en tout cas, en communication, bon, en communication, mais avec sincérité, si tu veux faire passer des messages parce que tu y crois, tu as plutôt intérêt à appliquer des techniques qui vont fonctionner. Oui, c'est de la communication au final. C'est de la com. De toute façon, toute la vente, c'est de la communication, Mmh. hein. C'est vrai. Voilà, parce que tu vois, souvent on me dit, «Ouais, mais bon, c'est de la manipulation». Je sais pas, Bah, c'est bien que tu en parles parce que je voulais te poser la question. très bien. Je personnellement, je n'y crois pas, je te le dis, j'ai pas ce biais-là, mais je sais que c'est tout le temps un truc Tout qui le revient. temps. Ouais, tu as raison. Il y a une sorte voilà. Mais, d'abord, moi, j'utilise pas les techniques dites de manipulation, qui existent, hein. Tu C'est lis, quoi la différence entre la manipulation et ce dont on parle? la manipulation, en fait, c'est vraiment, je vais te faire quelque chose, que tu avais pas prévu de faire, d'accord? Presque contre ton gré? Quasiment, ouais. Le test le plus intéressant, c'est un test que tu peux lire, hein, dans un livre qui s'appelle «Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens à l'attention des honnêtes gens» de Joule et Beauvois, où il donne cet exemple que j'adore. Ça se passe aux États-Unis, dans les banlieues pavillonnaires de Los Angeles
et on passe en te disant, «Est-ce que vous voulez bien qu'on mette un gros panneau 4x3, attention enfants conduisez doucement» dans ton jardin, tu vois? C'est un panneau, 15 de gens disent oui quand même, c'est pas Ah mal, ouais, hein? c'est clair. En utilisant les techniques de manipulation, 75 des gens disent oui. Donc ça marche, ça c'est pas 15, c'est Oui, 75. il y a de la performance. Carrément, carrément. Donc moi je travaille pas du tout là-dessus. Moi je travaille sur vraiment l'influence, c'est-à-dire que le vendeur il arrive, il est pas masqué quoi. Il est là pour vendre, c'est clair, c'est le produit, il est là Ah, pour c'est ça. t'influencer à t'acheter a avec lui, tu Oui, vois, mais tu es plutôt. conscient qu'il est dans cette démarche. C'est Mais ça oui, peut-être la c'est une différence, c'est que la conscience. manipulation, tu sais même pas que le type, il veut te vendre Non, sa soupe. tu le sais pas. Mmh, En plus, ça se fait souvent en 2 temps, enfin bon, tu fais voilà. d'accord. Voilà, après, et dans le petit traité de manipulation, de toute façon, il dit: «Tout est manipulation», il y en a juste 2. Il y a la bonne manipulation et la mauvaise manipulation. La bonne, tout le monde est content à l'arrivée, la mauvaise, il y en a un qui dit: «Non mais franchement, j'avais pas envie de le faire, quoi». Ouais, super intéressant. Mais après, qui décide, sans être manipulé honnêtement? Tiens, Alors c'est attends, on revient quand même à nos moutons sur la ouais. négociation émotionnelle. J'avais noté un autre mot, qui n'est pas, barbare pour le coup, mais qui est très intéressant et qui m'interpelle, le récit inductif. Est-ce Mmh. que c'est ce dont tu parlais précédemment quand tu donnes, via, on va dire, une phrase, dans ton récit, une autre idée que enfin bref, j'arrive pas à m'exprimer, mais ce que tu me disais, tout à l'heure? Alors Qu'est-ce que le récit inductif, si je devais résumer ma question? alors, je vais répondre à ta question. Le cerveau adore les histoires, en fait, d'accord? C'est assez fascinant, hein, de regarder ce qui se passe quand quelqu'un te raconte une histoire. Les ondes cérébrales du cerveau des 2 personnes, celui qui raconte et celui qui écoute, se synchronisent, Vraiment? vraiment. Ça génère de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone de la confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un te raconte une histoire, tout d'un coup, tout ce qu'il va te dire après, tu vas lui faire plus confiance que si tu avais pas raconté d'histoire. Et juste pour qu'on précise, quand tu dis une histoire, c'est par exemple une anecdote, c'est pas forcément une histoire personnelle. Il était une fois, Il était une fois. il était une C'est, fois. tu racontes quelque chose, il Ouais, faut que ça soit imagé, qu'on visualise. absolument. OK. Qui te raconte des histoires? Bah, tes parents déjà, Tes parents, tes avant de grands-parents, revenir, des gens qui t'aiment, oui, oui, c'est vrai. d'accord? Ouais. Donc si je te raconte une histoire, je fais attention à toi, voilà, et en plus, il va se passer des trucs dans le cerveau qui sont des trucs absolument incroyables, et à l'intérieur de cette histoire, je peux mettre, tu vois, des commandes induites qui vont être et pourquoi c'est intéressant? Parce que l'histoire, elle est 100 émotionnelle. Donc tu es complètement dans l'émotion, d'accord? Donc les grands vendeurs aujourd'hui, c'est des storytellers, d'abord. Écoute, ça donne envie de s'y plonger. Alors attends, j'ai encore quand même quelques petites questions pour toi et puis ensuite j'aimerais qu'on parle plus de ton parcours. Hem, on a parlé, de Kahneman et de biais cognitifs. C'est un mot qui est un peu à la mode et c'est tant mieux, mais on est d'accord finalement que ce que tu dis sur la négociation émotionnelle, c'est aussi d'apprendre un peu plus à maîtriser ses propres biais cognitifs et ceux des autres pour réussir à, bah, donc mieux vendre dans le cas de cette performance-là ou en tout cas alors, on va pas utiliser le terme de manipulation, mais mieux influencer, c'est Ouais. ça? Bah, Ou c'est pas que maîtriser t ça? non, alors, d'abord, ce à quoi je ne crois pas, c'est que tu puisses maîtriser tes biais cognitifs. Par D'accord. Tu définition, peux en avoir conscience à la rigueur, mais bon. ouais, et encore, enfin, il y a tout un c'est un gros travail, hein, de maîtriser. Donc à la limite, c'est c'est même pas très, très grave, en fait, tu vois? Oui. Ce qui compte, c'est de travailler sur l'inconscient de l'autre parce que c'est là où la décision va se faire. Et après de connaître les biais effectivement, par exemple l'aversion à la perte, ça c'est un biais cognitif important. Je ne veux pas perdre. Bon, bah, effectivement, si tu es commercial, tu vas plutôt utiliser ce biais-là qui est simple et même si moi j'en ai conscience, pardon, Tu bah, tombes dedans quand même. je vais quand même le subir, tu vois? Je veux pas perdre quoi, tu vois? C'est clair. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, l'idée, elle est juste de connaître ces mécanismes qui sont à la fois des mécanismes d'influence pour la prise de décision, mais qui ne se font que si la confiance a été créée. C'est vraiment, voilà, c'est assez complexe. Peut-être ma dernière question pour toi, Frédéric, sur ce sujet de négociation émotionnelle, c'est j'aimerais revenir sur ce thème de l'émotion Ouais, et comprendre jusqu'où on peut aller d'une certaine manière. Tu parlais d'empathie, ouais. mais est-ce que ça signifie vraiment, créer un lien, tu vois, avec cette personne en face de toi, un lien presque affectueux? Enfin, tu vois, le mot émotion, il est fort quand même, je trouve. C'est un mot qui peut ça y il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'amour. Enfin, émotion, c'est fort comme mot pour moi. Donc, C'est vrai. jusqu'où est-ce On qu'on pourrait peut aller? remplacer par sentiment. On pourrait remplacer par sentiment. Voilà, l'envie est peut-être pas une émotion, mais un sentiment. Peut-être c'est peut-être moins fort. D'accord. La peur est une émotion qui est beaucoup utilisée quand même, hein, pour Ouais, faire sortir les gens c'est du vrai. statu quo. Hem,
Après je ne crois pas aux vendeurs, qui basent tout sur, «Je vais être copain», quoi. Moi, j'ai vu des tas de vendeurs, qui, n'arrivent pas à progresser parce qu'ils ont tout basé là-dessus, en fait. Je me rappelle bah, tiens, c'était dans le bijou, figure-toi. C'est un peu la première marque de no name en Europe, qui veut passer du sell-in au sell-out, hein, c'est-à-dire arrêter de faire en sorte que je vende beaucoup aux bijoutiers pour qu'ils stockent, mais aider le bijoutier à vendre, voilà. Et donc, on part dans un programme de formation, des commerciaux du sell-in au sell-out. Évidemment, pour faire du sell-out, il faut avoir la confiance du bijoutier pour qu'il te montre ses chiffres, qu'il t'explique comment il est, tu vois? Qu'il arrête de mettre, les bagues d'un côté, les colliers de l'autre et les machins, qu'il fasse des parures, qu'il utilise bon, un peu, hein, tu connais ça beaucoup mieux que moi. Et donc en tournant avec les commerciaux arrivent: «Ah, comment tu vas? Super, les Mmh. enfants, les vacances, les trucs», tu vois? Réflexe classique de commercial. Hyper proche. Et à un moment donné, le commercial dit: «Bon, dis donc, voilà, on est en train de réfléchir pour aider, tu me montres tes chiffres et cetera?» «Ah non, non, je te montre pas mes chiffres. Je te Tu sympa, hein, mais je te fais pas confiance pour me dire comment tu vas gérer mon magasin». Tu vois? Et donc faut bien comprendre la différence, entre, «OK, tu es sympa, je partirai bien en vacances avec toi, mais tu vas pas faire la gestion de ma Mmh. boîte», d'accord? Et en d'accord que si tu dois faire une croix, tu sais, en disant, en bas à gauche, c'est, pas sympa, pas pro. En haut, c'est sympa, pas pro. À droite, c'est pro et sympa et en bas, c'est pro et pas sympa. Tu vas signer à droite. Pro, pas sympa, tu vas signer parce qu'il est pro, à la limite, tu vois? Pro sympa, génial. Mais pro, pas sympa, tu vas pas avoir envie et puis sympa et pas pro, tu vas pas signer non Oui, plus. oui. Tu Donc en réalité, il vaut mieux être pro qu'être sympa. Et si tu vas dans le B2B, c'est encore pire parce que tu as 6 à 12 personnes en moyenne dans le cycle de décision. Donc Ouais. Oui, tu peux pas, enfin, au bout d'un moment, tu vas avoir un type, qui est très, très, rationnel et qui va te dire: «Non mais sympa, pas sympa, je m'en fous, moi je veux que tu sois pro, quoi». oui, ou pire, il va préférer ton Oui, concurrent, oui. ou pire, parce que ton sponsor, il l'aime pas, il va pas t'aimer non plus. Enfin, voilà. Mmh. Donc tu peux pas être aimé par tout le Ouais. monde. Oui. Je sais que pour un commercial, c'est dur à entendre, Non, mais mais il tu faut fais bien le l'accepter. dans la vie, c'est dur à entendre. Dans la vie, c'est dur à entendre et il faut beaucoup d'années pour accepter que tout le monde ne peut pas Tout t'aimer. à fait. Écoute, comme je vois que le temps passe, c'est passionnant et vraiment je te remercie Frédéric. Je suis très, très contente, d'avoir, pu, réaliser cette interview avec toi, mais je veux parler de ton parcours personnel aussi et j'ai toujours à la fin, de mon podcast, je sais que tu l'as déjà écouté, mon crible où je pose des questions un peu plus perso, philosophiques, personnelles, tu vas voir. La première de ces questions, c'est: est-ce que dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu aurais vécu un grand échec? Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tellement l'échec en tant que tel, c'est plus les enseignements que tu en as tirés qu'on pourrait, partager avec l'audience. Alors ça va remonter très loin, hein. C'est pas grave. Je voulais être violoniste, figure-toi et puis, voilà, j'ai pas réussi le concours et j'ai fait autre chose. Je suis le raté de la famille en vrai, hein, toute ma famille est musicienne. Mais ça m'a quand même servi à quelque chose, tu vois? C'est que finalement je me suis rendu compte par hasard que grâce à ça, j'ai pas peur de parler en public. Mmh. Parce que tu avais l'habitude de pratiquer ton art en public? Oui, de faire des concerts, des auditions OK. et cetera et donc il y a rien de plus difficile Ah que bah, oui. de jouer un instrument en public. Alors parler en public finalement c'est toi quoi, c'est Oui, c'est tellement plus presque facile. mmh. Voilà, donc ça est-ce que c'est un échec? Oui, à un moment donné, vraiment je l'ai ressenti comme ça, mais tu vois? Voilà. Bon, je te remercie d'avoir partagé. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Elle est super difficile cette question, tu vois? Parce qu'en réalité, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire si tu changes un truc, peut-être tout, tu vois? L'autre jour, je tombe sur un livre de start-upers qui ont réussi et cette question leur est posée. Ils ont tous la même réponse. Rien. Si, Ah bon? ils disent: «J'aurais recruté des seniors plus vite». Ah oui, oui, mais moi aussi je pourrais dire ça, mais au final, non. Et oui, au final, on ne sait pas, tu vois? Parce que tu aurais pas créé la même culture, pas le même Mmh. truc et donc voilà, je sais pas Mmh. répondre à ta question. Je sais Mais pas tu ce as que tout j'aurais à fait fait le droit de différemment. dire que tu aurais rien fait parce que, comme tu dis, effet papillon et finalement le parcours, c'est ça qui fait ta Ouais chance aussi, et quoi. puis parce que la réalité, c'est que tu décides en fonction des éléments que tu as au C'est moment où vrai, tu décides, tu totalement. vois? Alors évidemment, 30 ans après, tu dis: «Ah ben, si C'est j'avais su», facile. mais ça c'est facile, tu vois? C'est une question facile et qui n'appelle pas une réponse facile, je suis d'accord. Ouais. Il y a un truc intéressant aussi, quand tu dis à quelqu'un qui a dépassé, la cinquantaine, «Tu recommencerais?» Les gens disent: «Non, c'était bien», c'est ce que disait Churchill, hein, «C'était bien, mais une fois». Qu'est-ce que tu trouves beau? J'aime bien cette question, elle peut être soit esthétique, soit métaphorique. Moi, tu sais, je suis passionnée, bah, par le beau, la joaillerie, les arts et cetera et donc j'adore savoir qu'est-ce que les gens enfin, qu'est-ce qui touche les gens? Ça peut être juste à un niveau émotionnel, justement. Il y a 2 choses, moi, qui me touchent.
la musique évidemment, et qui me touche de la même manière émotionnellement, c'est les exploits. Les exploits. Ouais, les exploits. Un exploit, en tête, en particulier? Exploit sportif, un exploit humain, tu vois? Où tu sens que tu vas pas y arriver tout d'un coup, la personne se Mmh. dépasse et tu vois, tu as la chair de poule parce que tu as ce succès, voilà, les exploits. Ce Et qui est intéressant en psychologie d'ailleurs, pardon, non, 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 je vais pas vas-y, revenir vas-y, sur vas-y. l'avant. Si, si, tu peux, tout à fait. Non, mais tu sais c'est pas l'exploit au sens grec, tu sais, le héros grec qui est parfait, d'accord? Et sa vertu d'ailleurs, c'est d'être parfait et ça serait un défaut qu'il ne la mette pas en œuvre. Heu, mais plutôt le héros moderne, tu vois? Celui qui part de rien, qui se bat et qui y arrive. Mmh. Et d'ailleurs, si tu veux rechercher de l'admiration, souvent, il vaut mieux que tu racontes une histoire où tu as eu du mal et tu es arrivé. Tu vois, le gars qui dit: «Moi, je cours le marathon en 2 heures et demie, mais j'ai toujours couru comme ça», dire: «Ah ouais, bravo». Le gars qui dit: «J'ai commencé à 6 heures», tu vois? Et au bout de 2 ans de boulot, j'en suis à 2 heures et demie, là, tu dis: «Ah ouais, une différence», tu vois? C'est clair. Bah, déjà, il y Exploit, a plus d'empathie. exact. Je suis quand même obligée de te poser la question de la musique. Quelques compositeurs, quelques morceaux préférés? Oui, bah, tellement, d'abord Bach, j'adore Bach, tu vois? Bach, c'est cette musique extraordinaire, tu vois? Tu écoutes, je sais pas, Glenn Gould, toutes les variations, Schoenberg, ou tu écoutes, pas Schoenberg, les variations, oh ça me revient, Goldberg, pardon, ou Tchaïkovski, concerto pour violon, enfin Mendelssohn, enfin, des trucs magiques. Alors pas que violon, hein, Tu es tolérant. Qu'est-ce qui t'irrite à l'inverse? Je t'ai posé la question du beau, mais il y a certainement des choses que tu trouves laides, que tu l'aide, n'aimes pas voir. Laides au sens littéral ou que tu n'aimes pas observer, que tu n'aimes pas voir autour de toi? tellement, tellement de choses, tellement de choses. Moi, je pense que ce que j'aime pas voir aujourd'hui, c'est, alors ça va être un peu, bon, l'entreprise est politique aujourd'hui, hein, c'est compliqué ça, hein, mais c'est de voir ces jeunes dont le seul biais d'information sont les réseaux sociaux, qui sont une caisse de résonance de tout et n'importe quoi, et prendre des positions qui sont complètement, sans esprit critique, tu vois? Ça me fait de la peine ça, je trouve ça terrible et très inquiétant et d'ailleurs très inquiétant pour la démocratie. D'ailleurs aujourd'hui, quand tu regardes les Des jeunes deepfakes, et les des moins fake news, jeunes aussi, honnêtement. oui, en plus tu as raison, mais les jeunes sont plus fragiles en fait, mais peut-être je me trompe. C'est peut-être juste un sujet de culture, de ou de d'alerte, enfin je sais pas. Mais quand tu regardes les fake news, et il y en a en ce moment, Ouais. ouais, les réseaux sociaux, les caisses tu te dis peut-être qu'on est en train d'assister à la fin de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est faire un choix éclairé et si tu es plus capable de choisir, parce que tu sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai et cetera, qu'est-ce qui reste? Ce que tu dis est terriblement juste, je le crains. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. On va peut-être pas rester là-dessus quand même. Non, j'ai encore d'autres questions et j'ai notamment une question beaucoup plus inspirante de, savoir si tu as une maxime, une citation, une phrase qui te parle, qui t'a peut-être aidé à un moment, que tu te répètes, qui est un peu ta citation, tu vois? L'une de tes citations préférées. Hem, une citation préférée, mais il y en a plein que j'aime bien, il y en a plein que j'aime bien. Ça peut être un mantra. Non, enfin, ouais, les mantras, ils changent en fait au fil des temps, mais en ce moment, ça doit être lié à mon grand âge, et puis ça va être lié aussi à ce que tu fais qui est du passage d'informations, hein. C'est une phrase de Bernard Blier qui dit, heu: «L'expérience, c'est un peigne que la vie vous donne quand vous êtes devenu chauve». Comprendre, ça n'est plus utile. C'est trop tard, Voilà. donc faut partager. Ouais, Mais en fait, il faut savoir écouter ce qu'on te dit en fait, c'est compliqué. je sais. Puis il faut être prêt à l'accueillir et à le comprendre, c'est ça qui est Ouais. compliqué, ouais. D'où l'intérêt de ton podcast, c'est de partager les expériences. Écoute, on essaye, on essaye. Encore 3 questions pour toi. Celle-là, je l'aime bien. Alors, tu m'as parlé un peu de politique tout à l'heure, justement, c'est ma question non politiquement correcte. Est-ce que tu as une croyance, mais c'est pas du tout forcément sur le domaine politique, qui n'est pas partagée universellement? Tu vois, une opinion où tu constates que globalement, sur les sociaux, dans la presse, ailleurs, autour de toi, c'est plutôt pas, mainstream? Je peut-être je vais rester dans le monde de l'entreprise. Il y a toute une tendance aujourd'hui sur les entreprises à mission, le sens, le pourquoi, et cetera. C'est super, hein. Mais je trouve que le pourquoi, pour un collaborateur, aujourd'hui, il est moins important que le comment, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu vas dans une boîte qui a une magnifique vision entreprise et cetera, mais que tous les jours tu as un manager insupportable, des conditions qui vont tu vas pas être heureux. Ah, c'est sûr. Si tu es dans une boîte dont la mission finalement,
on va dire, elle est super simple, hein, c'est de vendre des produits et que tu as un manager extraordinaire, tu vois? Là et donc moi, je crois qu'il faut développer des logiques de leadership authentique au premier niveau avant de dépenser, tu vois, des millions en com sur les entreprises à mission, à vision et cetera. Mais j'y crois, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je suis 400 alignée avec toi. Je trouve que c'est souvent un moyen de combler un vide humain, majoritairement Mmh. d'ailleurs, et qu'on essaye de mettre des espèces de pseudo-visions philosophiques et du coup, je vais pas me faire que des amis en disant ça, Non, tu vois? Et c'est pas grave, j'assume, nous-mêmes, on est une boîte, on a des engagements, mais par exemple, je me fais plutôt, un honneur de ne pas passer ma vie à communiquer dessus parce que pour moi, c'est pas que ça, mon entreprise. Mon entreprise, c'est les gens derrière. Et je trouve que ouais, c'est hyper important qu'eux aient du sens dans leur travail, mais parce que dans leur quotidien, il y a du sens. Pas juste parce qu'il y a une mission. Sinon, en fait, ça devient un peu démago et politique, honnêtement. exactement, exactement. Bon, Donc il faut revenir sur le comment avec des managers qui sont capables de, voilà, de t'expliquer ton rôle dans l'équipe, ce qu'ils attendent de toi, avoir une communication transparente, des décisions qui soient équitables. C'est le concept de management authentique, hein, ouais. ces 4 critères, hein, qui sont assez intéressants, il y a des Oh, études tu là-dessus, étais c'est super obligé ça. de me faire, tu me lances une petite perche là. C'est quoi le mal Ah, et on y est. en fait, c'est un chercheur qui s'appelle Avolio qui a développé ce concept en 2003 aux États-Unis. Après, il y a tout un train d'universitaires qui a été fait. Il y a des chercheurs, il y a un chercheur, un de mes amis qui s'appelle Vincent Giolito, qui est chercheur en management, qui a passé son doctorat là-dessus. Et en fait, un manager authentique, il a quatre, je vais dire, pas compétences, mais 4 caractéristiques. Ouais. C'est qu'il dit les choses, tu vois, il ne met pas sous le tapis. Il a une communication transparente. Il a des décisions équitables. C'est Pas compliqué facile une ça, hein. décision équitable. Ouais, C'est-à-dire qu'il va pas décider facile. plus sur les faits que sur les opinions. Donc là, on va revenir à notre histoire d'émotion. Il a une connaissance de lui-même et c'est extrêmement important. Et enfin, il a ce qu'on appelle une éthique personnelle qui va se voir dans ses comportements. Et ça, tu peux le développer dans n'importe quelle entreprise. Et il se trouve que, je te parlais de Vincent, il a fait une étude qui te démontre qu'aujourd'hui, quand tu as un manager authentique, tu as une performance de l'équipe qui est supérieure. Et loin de nous l'idée, enfin je m'auto-inclus dans ce que tu disais précédemment, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour avoir des missions d'entreprise, mais disons que ça n'est pas suffisant et ça ne doit pas remplacer ce que tu décris Oui, comme ce management authentique, je pense. j'aurais pas dit mieux. 2 dernières questions, un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Oui, tiens, c'est intéressant. Alors c'est très personnel, hein. En tant que on est tous vendeurs, hein, tu l'as dit, tu es vendeuse, je suis vendeur. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est de perdre. Et ça me rend malade, hein, Ah, j'en c'est dors pas drôle. la nuit, je pense, je rumine ça et cetera. Mauvais Et joueur aussi? non, D'accord. Juste, t'aimes pas perdre. j'aime pas perdre. OK. Après je finis par l'accepter, mais c'est physique, tu vois? J'aime pas et donc, tu vois, je me suis dit pendant longtemps, c'est un énorme défaut et je suis tombé sur une conférence et un livre qui s'appelle e-Performance d'un prof de la Sorbonne, Bernard, bon ça va me revenir, enfin peu importe. Vous le retrouverez e-Performance et il étudie les grands sportifs, les grands champions et il se trouve qu'ils ont 5 caractéristiques, ces grands champions et une des caractéristiques qui fait que c'est devenu des champions d'exception, Ils aiment pas perdre. c'est la détestation de la défaite. La détestation de la défaite. Je me suis dit: «Bon, Mais je comprends, hein, finalement, c'est une franchement. qualité». Ouais, bah, écoute, c'est très bien. Tu vas faire de ces inconvénients des avantages, toujours. C'est ça, les vrais entrepreneurs. Dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont impacté, qui t'ont peut-être transformé? On va parler bien sûr, des tiens, mais aussi un livre, tu vois, d'un autre auteur qui t'aurait vraiment, Ouais. considérablement, impacté? Alors on va y passer des heures sur des livres, C'est mais pour ça que je pose la ouais. question de un ou 2 parce que Bah, je tu sais qu'on peux, peut prendre Mindset de Carol Dweck, mmh, extraordinaire. ouais, Sur les hein, tu l'as The lu? Growth Mindset ou Ouais, le exactement. Ou le Fixed je Mindset. me rappelle pas en français, j'avoue comment ça Ouais, se dit. bah, Excusez-nous. enfin, état d'esprit figé ou de Oui, croissance, c'est ça. c'est superbe. Tu as, Giver, enfin Give or Take de d'Adam Grant, Ah entre les ça give ah oui, je l'ai pas lu celui-ci, mais il paraît que c'est très bien. vachement bien, pardon, extrêmement bien, entre les givers et les En takers. tout cas, on est déjà dans les anglicismes, donc on va se faire, Ouais, c'est ça. houspiller à juste titre. Absolument. Et puis après, tu as tous les livres sur la stratégie d'Olivier Sibony qui sont super intéressants, sur les biais cognitifs, qui a beaucoup travaillé avec Kahneman. Tu as, enfin bon, Donc Mindset, je me rappelle pas le titre exact, mais on remettra dans les notes de l'épisode de Carol Dweck. Ça, c'est ouais. vraiment un livre que tu recommanderais? Oui, surtout quand tu as des enfants, qu'il faut les élever dans cet esprit de croissance Mmh. et non pas de sentir d'être jugé, Tu d'être. tu peux en dire 2 mots pour des personnes qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas lu pour, Oui, inciter un petit peu? absolument, absolument. Mais bon, on peut même, je pense qu'il y a des YouTube de Carol Dweck, vous pouvez aller voir, où elle dit, elle commence en disant, je sais plus à quelle université, où tu as un examen. Et en fait, plutôt que de dire que tu as raté, si jamais tu l'as raté
pour l'instant, tu vois. Mmh. Not yet. Tu l'as pas eu, not yet. Pas tout de suite, pas maintenant. Et elle dit: «Pas maintenant», ça t'invite à la croissance, ça t'invite à grandir. C'est pas tu raté. Et en fait, son principe, c'est de dire, tu as 2 manières de penser, et elle l'a fait avec des enfants, elle leur donne des tests, je crois que c'est des enfants de CM1, des tests un peu plus difficiles que leur niveau. Et tu as ceux qui adorent, qui en redemandent, et tu as ceux qui se sentent humiliés et Mmh. qui veulent plus en faire. Ceux qui en demandent, ils ont ce qu'on appelle le growth mindset, ils veulent grandir, ils veulent grossir. À chaque fois qu'ils n'y arrivent pas, à chaque fois qu'ils ont un échec, chaque fois qu'ils se trompent, dans leur cerveau, il se passe un truc incroyable, ils ont envie de comprendre. Les autres, ils veulent montrer qu'ils sont intelligents, donc l'échec, ils ont l'impression qu'en fait, qu'ils vont faire donner une image négative et ils veulent plus se confronter à l'échec. Et donc, ils ne veulent pas progresser. Et C'est c'est des trucs certainement super intéressants. certainement d'ailleurs beaucoup lié à l'éducation des parents, même si c'est souvent involontaire. Absolument, il y a une grande part de ça. Mmh. Sûrement. Enfin, je veux pas, on a tous été parents, c'est pas simple, Ah mais en bah, tout clairement. cas, tu vois, voilà. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Si tu arrives à créer une culture de la croissance, c'est-à-dire, ben, j'ai envie d'apprendre, donc une culture de l'initiative, pas une culture de l'erreur, hein. J'ai horreur de ça marche pas, tu vois, mais une culture de l'initiative, tu crées une boîte apprenante. Bon, bientôt un bouquin sur le management quand même. J'en avais écrit un en 2007, c'est moi j'étais le coach du Ah, c'est magazine Challenge vrai! pendant 8 ans où j'écrivais des conseils du coach. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Bien décidé, Mais en moins c'est d'une vrai heure. en plus. Mais ouais, non, après Tu passé à autre chose. ouais, Bon, écoute, Frédéric, c'était absolument passionnant. Alors pour les personnes qui nous écoutent, donc on te retrouve déjà en commandant ton livre et donc tu vois, je ne suis pas du tout, dans, l'hypnose couverte. Là, on est clairement assez directif. c'est On ça. va voir ton livre. Achetez le livre. Je suis plus en mode challenger, si j'ai bien retenu la leçon. On achète ton livre et on découvre, si on est intéressé, la négociation émotionnelle qui se retrouve dans toute bonne librairie et sur, Oui, bien sûr. internet. Et puis si on veut te suivre, puisque tu as aussi des activités de conseil et tu as des activités, C'est vrai, dans le cadre bien de sûr, ton entreprise justement où tu dispenses des conseils sur tous ces c'est vrai, sujets, sur la vente c'est vrai. entre autres. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Écoute, soit sur le site internet, soit sur LinkedIn, OK. avec plaisir. Eh ben, très bien. N'hésitez En pas venant de ta part, ça sera toujours, eh des ben, gens seront bien reçus. écoute, c'est très sympa. N'hésitez pas à contacter directement Frédéric sur LinkedIn et puis on mettra le lien vers ton site. Frédéric, je te remercie 1000 fois pour ton temps et Merci puis, beaucoup. continue à dispenser, tout ce que tu dis sincèrement avec autant d'enthousiasme, d'énergie et de storytelling qui fait qu'avec ce récit inductif, on se rappelle merveilleusement bien de tous tes conseils et ça, tu très, très fort. Non, vraiment, je blague à part, je te remercie. Non, et merci à toi et bravo pour, tout ce travail de diffusion.